Alors, on a parlé la semaine dernière de qu'est-ce que c'est que la Ahavat Hinam. Donc, on a développé ce que j'ai un petit peu trouvé dans ma recherche, en l'occurrence que la Ahavat Hinam, c'était, en fait, on ne pouvait pas l'atteindre de manière comme ça directe. La Ahavat Hinam, c'est un état, c'est un état assez, assez puissant en fait, où en fait on arrive à voir c'est défini dans le Tanya, c'est on arrive à voir dans l'autre son niveau divin, sa parcelle divine. Donc comment est-ce qu'on pourrait être haineux ou comment on peut avoir de l'animosité pour quelqu'un, pour Dieu, quoi. Enfin, donc quelqu'un, donc une personne pour qui si on arrive à voir sa qualité divine, c'est quasiment impossible de se fâcher avec lui, de le dénigrer, de lui faire n'importe quel mal, puisqu'on on essaierait de faire du mal à Dieu, quoi, en deux mots. Donc ça, c'est le principe de la Avatrina. Mais en réfléchissant un petit peu, c'est extrêmement compliqué d'arriver à ça, à avoir cette avatrinam pour mon voisin qui m'a bousculé, qui est pas poli, le copain qui me fait, enfin le collègue de bureau qui me fait des crasses, la personne qui va bousculer mon enfant et le faire tomber, lui faire mal. C'est difficile de voir ce niveau divin chez l'autre. Donc, en fin de compte, ce que je me proposais, c'est qu'à travers en fait, mon ouvrage, ce que je suis en train d'écrire actuellement, ça travaille en plusieurs étapes, c'est-à-dire de travailler en plusieurs étapes pour finalement atteindre à Avatrinam, donc de concevoir le divin chez l'autre. Alors, le premier niveau, c'est quand on part d'une personne qui m'a agressé, comment avoir de la avatrinam pour lui? Déjà, c'est déceler sa propre sina, c'est-à-dire il faut un travail pour déceler une éventuelle sina qu'il y aurait chez moi pour me rendre compte que j'ai peut-être une animosité contre l'autre. Ça, c'est déjà un premier problème. Donc, déceler qu'il y a possiblement un Issour de Raïta dans mon esprit. Comment? Par toutes les méthodes qu'on a édictées, c'est-à-dire si je ne lui parle pas, si je lui parle mal, si j'ai envie de dire du lachon hara sur lui, enfin, tout ce qui est allé à ma parole, qui explique en fin de compte le Kol Shodiberimo Shlosha Yamim Be'eva, c'est-à-dire celui qui n'a pas parlé à l'autre depuis 3 jours dans le cadre d'un différend, il est sonné donc la parole vient m'aider, puisque je ne lui parle pas, ma parole vient m'aider à déceler ce sentiment. Donc, quel est le deuxième niveau? Une fois que j'ai décelé ce sentiment, il faut exprimer une toracha. Il faut réussir à aller vers l'autre, à aller se confronter à l'autre pour, pas forcément se confronter, c'est un terme qui est un peu trop violent, il faut aller évoquer avec l'autre le problème pour qu'on réussisse à résoudre le problème, pour créer un monde avec l'autre dans lequel on aura une vie commune, agréable et douce. Ça, c'est la tochacha. Ça, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, qui peut être aussi un niveau qui est je dirais, transversal, c'est ne plus exprimer de propos négatifs sur autrui. Ne jamais exprimer de propos négatifs sur autrui. Se faire un travail sur soi, si tu as quelque chose de négatif à dire, tais-toi.
C'est-à-dire allez, sur n'importe quelle situation, je discute, je machin, etc. Si je dois dire quelque chose de négatif, j'essaie de me taire, j'essaie de ne pas le dire. C'est je dirais, presque un guédère du Lachon Hara. C'est une barrière pour m'empêcher de dire du Lachon Hara. Déjà, je dis plus rien de négatif. Donc, je sais pas, moi, j'ai à dire, même pour mon enfant, j'ai à dire quelque chose de négatif sur lui. Non, je vais essayer déjà de tourner ma phrase pour qu'elle soit positive. Je dois dire quelque chose à mon enfant. Tu as détruit cette chose-là. Non. Tu aurais peut-être pas pu essayer de le reconstruire ou de travailler différemment ce que tu as fait. Essayer de positiver à chaque fois les choses dans son propos. Ça, c'est une grande force dans l'éducation, mais l'ouvrir à à tout le monde, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Donc ça, c'est ne plus exprimer de propos négatifs sur autrui. La quatrième étape, c'est le développement de plus dire de propos négatifs, c'est de ne plus dire que du positif, ne plus rechercher chez l'autre, ne plus voir chez l'autre que le positif chez lui. Puisque je ne dis plus de négatif chez lui, donc en fin de compte, je vais presque taire ses défauts pour aller ne rechercher que ses qualités. Et là, à ce moment-là, je n'essaye de voir chez l'autre que ses côtés positifs, ses qualités, tout en taisant un petit peu, tout en négligeant ses côtés négatifs. Tout ça, c'est justement pour éviter, pour ne voir dans l'autre que le bien. Évidemment, pour son enfant, on va essayer de déceler ses lacunes pour pouvoir les améliorer. Et le but, c'est toujours d'améliorer l'autre. Et finalement, une fois qu'on a fait tout ça, donc exprimer une toraha, ça a évacué tout sentiment négatif. Ensuite, je vais chercher le bien chez l'autre, je vais chercher le positif chez l'autre, puis je vais chercher le bien chez l'autre. Et finalement, le travail, le cinquième niveau, c'est effectivement, j'atteins la Ahavatrinam, c'est-à-dire je n'arrive à avoir dans l'autre que son côté positif, donc divin, que son caractère divin. Et donc, je vais réussir à éclairer ma vision de l'autre avec un niveau divin. On peut Donc, voilà poser un peu une question à ce stade ou pas? Vous pouvez poser la question. Ça, c'est un résumé de ce qu'on a essayé de dire la semaine dernière et que je m'en veux. Je ne l'ai pas mis en ligne parce que je devais la couper en deux parce qu'il y a eu deux interventions qui étaient toutes très intéressantes toutes les deux et j'aurais voulu la découper et je n'ai pas du tout eu le temps de le faire. J'écoute. Ça paraît très, très idéaliste, en fait, parce que ne serait-ce que dans le cadre du Rhinour, on surprend, par exemple, un enfant en train de mentir, on le voit sur le coup en train de faire quelque chose, on lui dit « Pourquoi tu fais ça ?» Il répond « Non, je n'ai pas fait ça », alors qu'on vient de le voir. Donc, ça veut dire que non seulement en plus, il a chutzpah de dire, alors qu'il sait qu'il est vu, il est tellement dans le mensonge qu'il ment. Alors, comment on voit la partie divine sur le coup? Comment on ne va pas en discuter entre parents en disant qu'est-ce qu'on fait, il a fait ci, il a fait ça? Comment j'ai du mal à percevoir, enfin, c'est très beau, mais dans la vie concrète de tous les jours, voilà, les êtres humains sont des êtres humains, et même s'ils tendent vers la divinité, il faut le travail de toute une vie. C'est pas... On voit bien que il y a autre chose que la divinité. Non, mais voilà, par exemple, la base, c'est voilà, on veut justement pour un enfant qui vient de nous mentir effrontément. Alors déjà, la première idée, c'est le truc à pas dire, c'est t'es un menteur. Un enfant n'est pas un menteur. Il va peut-être proférer des mensonges, mais il n'est pas un menteur. C'est pas un état chez lui. Donc déjà dire, ce serait pas un petit mensonge ça. Déjà, ça va
et le parler une manière différente, ce serait peut-être pas tout à fait la vérité, ce que tu viens de me dire. Et donc là, j'ai parlé positivement. C'est-à-dire, c'est pas la vérité. Donc, j'ai utilisé une circonlocution pour dire mensonge. Je dis, c'est pas une vérité. Donc, j'ai tourné le système pour dire des choses positives. J'ai pas du tout dit mon fils, tu es un sadique, viens, je t'embrasse, alors qu'il vient de me mentir, il vient de casser quelque chose, il vient de frapper sa sœur. On n'est pas en train de dire ça. On est en train d'essayer déjà de positionner, de ne pas accabler l'enfant en lui disant tu es, des choses négatives, mais d'essayer de l'amener à se positiver. Et même en changeant ses phrases et en ne l'accablant pas par des idées négatives. Tu es nul, tu es un menteur, tu es un voleur, etc. Tout ça, c'est des choses qu'il ne faut pas dire à un enfant, faut dire à quiconque, parce que même l'enfant qui dit je suis nul, il faut lui en retirer ça de la bouche. Il dit j'ai fait mal, tu as mal fait là, tu as fait une erreur, mais ne pas dire dire à l'enfant qu'il est quelque chose de négatif, c'est déjà quelque chose de terrible. Je dis, mais toi, tu es un sadique et tu viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai. Comment est-ce que ça peut sortir de ta bouche? On va le faire à la mode à la mode Igoud. Enfin, mais comment tu es beau, mon enfant? Mais comment est-ce que quelque chose qui n'est pas vrai peut sortir de ta bouche? C'est pas possible. Enfin, un petit peu de manière exaltée. Je vais pas le dire comme ça, mais, mais ça peut être dit de cette manière-là, en se posant la question à ce niveau-là, comment est-ce que ça fonctionne dans ta tête pour pouvoir me dire ce genre de choses, pour pouvoir avoir frappé ta sœur ou avoir perpétré ce dégât dans la maison. Mais c'est pas possible, ça peut pas venir de toi, quoi. Ça, c'est aussi un niveau. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rivka, mais voilà un petit peu l'idée, comment répondre à la question. C'est-à-dire, voilà, quelqu'un a fait quelque chose de négatif, de mal, de condamnable. Ne pas le condamner, ne pas lui coller un aspect négatif. Non, mais j'entends très bien. Après, c'est la réconciliation entre la Torah, puisque tu as dit, ben, il faut faire une Torah pour l'amener à s'améliorer, donc c'est une mitzvah. Et en même temps, il faut voir que du positif. Bon, alors, ici, il y a une Torah à faire, c'est que a priori, il n'y a pas que du positif. Oui, mais la Torah. Donc, on a perçu quelque chose qui mérite d'être amélioré. Donc, on l'a vu, cette chose-là. Oui, tout à fait. Mais qu'est-ce que c'est la Torah? C'est même pas. On va éventuellement. Qu'est-ce que c'est qu'une Torah dans le langage de Rav Framou? C'est une parole d'amour pour construire un avenir, construire pour que ça ne se reproduise pas. C'est vraiment la Torah telle qu'elle est, telle que je l'ai travaillée avec Rav Framou, c'était dire ce qui s'est passé, c'est pas mon problème. C'est-à-dire, il s'est passé un truc qui ne doit pas se passer entre nous. Donc j'aimerais que dans le futur, ça ne se reproduise plus. Il s'est passé, j'en sais rien. Tu as bousculé mon fils, tu lui as fait du mal, regarde, il est blessé. J'aimerais que tu t'excuses auprès de lui et que tu fasses attention la prochaine fois de ne plus reproduire ce genre de choses. Je ne suis pas en train de t'accabler et de te dire, voilà, c'est de ta faute, tu es un vilain, tu es un violent, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire, bon voilà, il s'est passé quelque chose et ça a un rapport vraiment avec qu'on veut parler, ce que je voulais parler ce soir, hein. Il s'est passé quelque chose, il s'est passé un acte violent, il s'est passé un acte méchant.
je voudrais qu'on arrête cette situation pour que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui s'est passé, que ça ne se fait pas entre nous, et que je voudrais qu'on arrête cette situation-là. Et les Shem Hashem, Seven clair. Avec l'aide d'Hachem, je peux poser une question, peut-être vous m'entendez ou pas. Comment arriver… Bonjour, pardon. Je ne savais pas que vous m'entendiez. Comment arriver à la proximité de la personne, enfin qu'elle puisse entendre ce discours, qu'elle y soit sensible? Alors, comment arriver à ça? C'est que les techniques toutes simples de communication, c'est-à-dire pouvoir ne pas agir sous le coup de la colère soi-même, prendre le temps de la réflexion, convoquer la personne, demander à la personne un entretien dans le calme et dans un cadre agréable. Et on parle pas forcément de gamins qui viennent se casser la figure. De réaction. Voilà, non, on parle pas surtout de réaction, on parle de situation mûrie. Voilà, exactement. Entre parenthèses. On prend le temps de la réflexion. Justement, la Torah vient nous susurrer un petit peu quand elle va dire la sin A, c'est le sonnet, c'est Kol Shelodim Erimo Shlosha Yamim Be'eva, tout celui qui n'a pas parlé à l'autre depuis 3 jours. Le terme 3 jours me donne la possibilité de me dire je vais me calmer, je vais calmer mon sentiment, mon émotion. Et à 3 jours, en 3 jours, je peux calmer ça pour aller travailler une réponse circonstanciée, une réponse motivée. Oui, j'ai bien compris, excusez-moi de vous avoir interrompu. Mais non, mais il fallait le faire. J'ai pensé le dire tout seul, excusez-moi, je pensais être en mute. Mais c'est parfait, au contraire. Je vais vous écouter avec grand plaisir. C'est essentiel pour la compréhension de tous. Non, mais c'est très, très bien. Donc, en fait, quand il y a un travail à faire, il y a une technique même, c'est de la technique. C'est pouvoir aller parler à l'autre. C'est d'ailleurs ce qu'on a travaillé ici dans ce groupe. C'est comment on va pouvoir parler à l'autre, comment on va pouvoir évoquer avec l'autre cette problématique pour aller résoudre le problème. Pour dire, finalement, le problème, il est entre nous. Chacun a raison de son point de vue. Chacun peut avoir raison de son point de vue. Mais maintenant, c'est des actes qui ne se font pas entre juifs. Et donc voilà le fondamental en fait dans l'histoire, c'est de se dire voilà, on est en train de positiver la situation. On est en train on a une situation qui est ultra négative, 2 personnes qui se frappent, qui se font du mal. Et là, on est en train de créer un environnement de Torah, un environnement de shalom, pour essayer de créer le shalom entre les gens, pour essayer d'apporter un futur dans lequel les deux vont pouvoir vivre sans s'agresser, sans se faire du mal. Pas besoin d'être copains. On n'a pas cette personne-là qui peut être désagréable, violente ou bourrue, en fait, tout simplement, quelqu'un qui va bousculer. On n'a pas besoin d'être copain avec cette personne, mais juste on est dans une situation de shalom. On s'excuse, on se serre la main, on essaye de voir que la prochaine fois, ça ne se passe pas comme ça. C'est ça tout simple, hein, on n'est pas en train de créer vous avez bien senti le contexte. En fait, moi, je suis confronté plutôt à des enfants qui, entre eux, déjà ont des fois de l'hostilité ou des petites rivalités. Et des fois, ils dépassent un petit peu les limites entre eux. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir comment pouvoir arranger les choses entre eux et articuler les choses, en fait. Alors, je n'ai pas compris. Excusez-moi. Oui, alors justement, c'est le thème de ce soir, justement. Mais je vous prie de m'excuser, je suis arrivé en cours. Mais c'est parfait, justement. Non, on est au début. On était en train d'évoquer la
ce qu'on a dit la semaine dernière, justement, un peu en résumé. Et justement, ça nous fait rebondir sur le thème de ce soir, le kung-fu à la mode de chez nous. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai voulu dire en évoquant ça? C'est-à-dire les bagarres chez nous, chez les Juifs. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce qu'on gère un conflit chez les Juifs? Les enfants, dans le cours de récré, tu m'as frappé, je t'ai frappé, je te frappe. Ça fait 1 partout. Puis l'autre, il me frappe, ça fait 2-1. Puis moi, je te frappe, ça fait 2-2. Et c'est comme ça chez les enfants, mais c'est comme ça aussi chez les grands. Il m'a fait ce coup-là, je me venge. Pourtant, dans la Torah, il y a l'otikom. Il y a l'otikom. Ne te venge pas. L'otitor, ne garde pas rancune. C'est des mitzvot de la Torah qui existent. C'est extrêmement grave, l'otikom. C'est extrêmement grave. Faut penser que une mitzvah de la Torah, je donne souvent l'exemple de Tkiyat Shofar. Tkiyat Shofar, c'est le jour de Rosh Hashanah. On va sonner le shofar, on va tous se réunir, on va prier toute la journée, on va se mettre dans une condition. Le Baal Tokea, il a été au mikvé, il va dire des Yeratzan à n'en plus finir. Et là, tout le monde, d'un seul coup, comme ça, une mitzvah de la Torah, vous allez sonner le jour du shofar. Et on va sonner avec grande concentration. Si on n'entend pas bien, etc., on va faire attention, combien de sons, etc. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. L'otikom, c'est une mitzvah de la Torah. Ne te venge pas, c'est une mitzvah de la Torah. Apprendre à ses enfants, ton frère t'a frappé, ne lui rends pas le coup. Dis-lui, ça ne se fait pas de me donner un coup. Et on va voir papa et maman pour qu'on résolve le problème. Et papa et maman, ils doivent intervenir pour dire, tu as donné un coup, excuse-toi et faites la paix tout de suite. Pas une fois que je t'ai frappé, tu m'as frappé, je t'ai frappé, on s'est sauté dessus, on s'est arraché les cheveux, on s'est griffé. Et à ce moment-là, les parents, ils les séparent. C'est enseigner aux enfants. Déjà trop tard, bien sûr. Enseigner aux enfants, il t'a frappé, il t'a cassé ton joue. OK. C'est quelque chose qui s'est passé. C'est très dur, hein, je conçois, hein, mais je parle de ça parce que dans l'école de mes enfants, il y a eu une bagarre où ça s'est bagarré, mais à 100. À tel point qu'il y a un des enfants qui va peut-être se faire renvoyer, quoi, tellement ça c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Une bagarre, tout simple. Une bagarre, mais une bagarre de goy. Une bagarre où personne n'a voulu céder, personne n'a agi en juif. Personne n'a agi en... On n'a pas réussi à inculquer à ses enfants, aucun jugement sur eux, mais on n'a pas réussi à inculquer à ses enfants à réagir en juif dans une situation de conflit. Dans une situation de conflit, il faut calculer quelles sont les avérotes que je vais pouvoir commettre. Quelqu'un m'a fait du mal. Je vais raconter à mon copain, la shonara. Je vais me venger. Je vais être énervé, agacé envers lui. Je ne vais plus lui parler, sina. Je vais rameuter des gens, je vais commencer à faire des groupes contre lui, je vais peut-être vers de la rechilut. Je compte le nombre de fautes que je peux faire. Dans un divorce, combien de avérotes peuvent être commises? Des vols, du rapt d'enfants, des malversations. C'est un truc complètement fou qui peuvent avoir lieu. Et ça, c'est simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à se donner des règles dans les conflits. Les conflits, c'est quelque chose on a une violence, on a quelque chose qui peut se produire, quelque chose et là, j'ai plus aucun guédère, j'ai plus aucune barrière.
puisque j'ai été agressé, j'ai un blanc-seing, je peux me transformer en bête fauve et j'attaque l'autre. Et j'attaque l'autre et je peux le tuer si j'ai envie parce qu'il a eu l'audace de m'agresser. Et il y a des cas comme ça, on peut le voir, et même des gens qui sont tout à fait d'intime, qui peuvent, quand ils ont été poussés dans leur retranchement, dans une agression qu'ils ont considérée comme étant au-delà de ce qui était supportable, et ben ils n'ont plus je dirais les disjoncteurs qui vont faire que ça c'est un issur de la Torah. Non, le Lachon Hara, ça y est, c'est fini. Une fois que j'ai été agressé, ça y est, j'ai le droit de dire du Lachon Hara. Toutes les portes, quoi. Ça ouvre, et c'est quelque chose qui se trouve en cours de récréation. C'est quelque chose qui sont... comme vous le disiez assez justement, ce qu'on peut observer chez les enfants, c'est le micro et le macro, en fait. On peut l'observer dans la vie professionnelle de tous les jours, malheureusement. Oui, tout à fait. Mais enfin, pourquoi j'insiste sur les enfants? Parce qu'en fait, les enfants, c'est le résultat de notre éducation. C'est comment moi, j'ai éduqué mon enfant. Attention, c'est toi qui donnes le dernier coup. Attention, ne te laisse pas marcher sur les pieds. On te frappe, tu réponds. Défends. Pas tu te défends, tu réponds. Justement, qu'est-ce que dit la Torah à ce moment-là? On va pas. Quand je vais recevoir un coup, je ne vais pas tendre l'autre joue, je vais pas répondre. J'ai le droit de faire cesser l'agression. Qu'est-ce que ça veut dire cesser l'agression? Si je dois frapper l'autre, ou enfin maintenir l'autre, frapper l'autre, on a parlé de frapper les fois précédentes, frapper l'autre pour le calmer, pour le maintenir, pour faire cesser l'agression, j'ai le droit d'arriver à ça. Je pense que j'ai le droit d'arriver à ça pour faire cesser l'agression. Mais une fois que l'agression a cessé, hop, je m'arrête. Tu t'es calmé, c'est bon. Maintenant, on discute. Il faut faire cesser l'agression. Mais une fois que l'agression a cessé, là, à ce moment-là, on vient réparer l'agression. Ah bah, tu m'as déchiré mon pantalon, tu m'as déchiré mon livre, je demande réparation. On va aller voir l'autorité, le prof, etc. Mais ça se voit en cours de récréation parce que justement, si ça se voit en cours de récréation, ça va se voir chez les adultes. Mais ça se voit en cours de récréation parce qu'on n'a pas été capable d'éduquer nos enfants. Nos enfants, ils sont censés être, de nos jours, actuellement, nous, on apprend tellement de Torah, que nos enfants sont mieux que nous, sont censés être mieux que nous. On arrive à enlever les bêtises je dirais qu'on a gardé de notre propre éducation qui était pas parfaite. On va encore, par notre limoud, on arrivait à faire une éducation encore plus parfaite. Mais ce problème-là de cours de récré, c'est un problème qu'on n'a pas résolu. Et pourquoi? Parce que dans chaque conflit, on ne regarde pas les avérotes qu'on peut commettre. À partir du moment où on rentre dans un conflit, voilà, je me répète un peu, mais à partir du moment où on rentre dans un conflit, on se permet... On tourne en rond, finalement. C'est-à-dire même les gens qu'on voit rentrer dans des furies ou des colères, le fait qu'ils parlent, souvent, ils s'auto-émulent. Enfin, il y a une autorage qui monte. On ne sait pas comment faire face à quelqu'un qui monte en régime, comme je dirais. Tout à fait. Tout à fait. D'abord, premièrement... Mais comment dégoupiller ce Yetzer qu'il a, lui? Moi, alors, on me reproche un petit peu d'être trop Torah, je dirais presque dans ce cours. C'est-à-dire, il faut calmer un petit peu les gens. Je dirais, en montrant les avérotes qu'on commet, les avérotes de Raïta. Quand tu te venges sur l'autre, c'est comme si tu mangeais du cochon. Tu prends un knaki erta et tu la manges.
c'est ce que tu es en train de faire là maintenant quand tu l'as frappé. Quand tu l'as rendu le coup, tu as mangé Knakierta. J'ai compris, j'ai compris. Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu as été ouvert un Issour d'Oraita. Clairement. C'est-à-dire sans même... tu t'es vengé. C'est même pas... Se venger, c'est comme... Enfin, ce que je trouve un petit peu... trop facile, je dirais, c'est-à-dire la Torah nous donne les exemples de l'oticum velotitor. Qu'est-ce que c'est l'oticum velotitor? C'est je suis parti demander à mon voisin son tournevis, il ne me l'a pas prêté. Et le lendemain, il vient de me demander mon marteau. Alors, deux cas viennent se poser. Ben, tu ne m'as pas prêté ton tournevis hier alors que je sais que tu pouvais me le prêter. Je ne te prête pas mon marteau. Je me suis vengé. Ça donne envie. Ça donne envie. Pardon? J'ai pas entendu. Donc, je te prête pas mon marteau, donc je me suis vengé. Puisque tu m'as fait quelque chose qui était désagréable, je te rends quelque chose qui est désagréable. Ne garde pas rancune. C'est quoi? C'est, tiens, je te prête mon marteau, je ne suis pas comme toi qui ne m'as pas prêté ton tournevis. Ça, c'est j'ai gardé rancune. Voilà, c'est très subtil, hein, finalement. Mais on ne vient pas nous donner dans la Torah, je dirais presque, tu m'as frappé, je t'ai frappé. Allez, allons aux essentiels, quoi. Tu m'as frappé, je t'ai frappé. Comme certains diraient le talion, quoi. Ah, bah oui, le œil fameux pour œil. Œil pour œil, tout le monde devient aveugle. Ça devient dur de trouver les clés. Oui, mais c'est ça. J'ai œil pour œil dans la Torah, c'est pas tu m'as rendu ban, tu m'as fait mal à mon œil, oui, je vais te faire mal à ton œil. Je vais aller au Beth Din et tu vas me payer l'équivalent de mon œil parce que on est des êtres humains, on est des gens civilisés et mon œil me... Non, par cela, je voulais juste illustrer la bêtise oui, de la rencontre. Mais c'est exactement ça. Moi, j'ai envoyé un mail justement au Moré de Kodesh de cette école-là en disant, pourquoi j'ai dit ça? Mon mail, c'est exactement ça. Œil pour œil, tout le monde devient aveugle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vient les enfants ont appris à se venger, à répondre à l'agression par une autre agression, à créer un système de vengeance, de vendetta, en fait. Quand j'ai eu du mal, eh ben, je réponds par du mal. Je ne réponds pas par la Torah. Et donc, c'est un sujet extrêmement important à développer, disons, dans le cadre et de l'éducation et de la vie en général, d'enseigner. Ne réponds pas. Fais cesser l'agression et trouve un moyen de réparation. Tu es venu dans ma chambre, tu m'as cassé mon jouet, je vais voir l'autorité. D'abord, déjà, tu arrêtes. Et après, soit je vais voir l'autorité compétente, c'est-à-dire les parents ou le directeur ou que sais-je, et je vais demander réparation. Soit, entre nous, on trouve une situation pour réparation. C'est-à-dire, tu m'as cassé, tu es rentré dans ma chambre, tu as fait tomber mon jouet, il s'est tombé par terre, bah, tu le prends et tu le remets à sa place. Tu répares le dommage que tu m'as causé. Et pas, je viens dans ta chambre et je te fais tomber un jouet parce que tu as fait tomber un jouet chez moi. C'est quelque chose que j'ai fait quand j'étais petit. Mais tous. Mais c'est pas Torah. C'est pas ça que la Torah nous enseigne. Bien sûr. Mais nous, on a la chance, au Hachem, d'être proche de petites sadikim, mais comment les orienter vraiment
C'est plutôt sur cette sorte d'aïkido, moi je dirais, plutôt que kung-fu. C'est-à-dire de se servir de la force de l'agression et de la retourner contre l'agresseur. Sans vouloir... Tout à fait. Non, mais c'était... Comment travailler l'étincelle enfin, après, je pense qu'on cherche tous le chemin vraiment pour bien enseigner aux enfants, mais j'arrive pas à trouver. Moi, j'aime bien faire des blagues avec les enfants pour voir à quel point ils sont réactifs intellectuellement. Et il y en a, ils sont bloqués sur le 220 volts, qui vont être dans le ressort humoristique immédiat, et d'autres sur la finesse. Il y a des ressorts intellectuels qui sont différents, ce qui traduit dans la vie de tous les jours des réactions différentes, bien sûr. Justement, donc après il faut voir comment réagir avec tel et tel type d'enfant. Justement, un enfant qui va être un peu sanguin ou un enfant qui va être réfléchi. Un enfant qui va être réfléchi, on peut déjà le travailler pour qu'il puisse gérer la situation. Mais l'enfant sanguin qui va voir rouge au moment où on lui a fait du mal, comment le travailler? Ça, c'est intéressant de voir ça. Alors, là, si vous avez des idées, avec grand plaisir, tous les participants. J'ai pris de mes sujets. Non, moi j'ai l'impression que... Je vous écoute. Excusez-moi, là c'est dans ce cas précis, pour savoir quel type d'enfant on a présentement, il y a différents outils psychologiques. Oui, c'est ça. Non, il y a par exemple... Ce dont on voulait parler, c'est si les enfants sont confrontés l'un à l'autre, comment les désamorcer finalement. Désamorcer enfin, ce que je voulais dire par contre. Pardon. Comment désamorcer la situation si on a un enfant explosif vis-à-vis d'un enfant intellectuel, pour pas léser l'un ou l'autre. Déjà, moi je pense que favoriser l'un ou l'autre. Moi, je sais que j'utilise un outil que j'ai eu la chance d'apprendre, ça fait à peu près 2 ans, l'énéagramme. Je ne sais pas si chacun a entendu parler de cet outil. Non. Énéagramme. Il présente les différentes sortes de comportements. Et c'est une grille de lecture de savoir comment peut-être le prendre. Par quoi le prendre? Ah, énéagramme, ouais, ça peut être. Énéagramme. C'est juste une constatation des comportements qui reviennent généralement. C'est pas une étiquette. Hein. C'est pas une. Mais c'est un parcours fléché en quelque sorte. Voilà, et ça aide un petit peu à savoir qui on a devant soi. Vous avez une fiche qui résume un peu cette méthode? Oui, c'est l'énéagramme, voire type énéagramme. Il y a 9. C'est très intéressant parce que ça revient mais de façon tellement ostentatoire, on va dire. C'est tellement clair. C'est des différents comportements, 9 types de comportements qu'en général, on retrouve dans le monde entier de façon permanente. Et donc, on sait à peu près quoi dire, ne pas dire surtout. C'est très intéressant. Voilà, c'est ça. Alors, j'explique. En fait, il y a les 9 types de comportements. Là, je viens de tomber dessus. Hein. Donc, le premier, c'est « je suis droit, je suis travailleur ». Le 2, c'est « j'aime et j'aide ». Le 3, c'est « je réussis, je suis efficace ». Le 4, c'est « je suis différent, je suis sensible ». Le 5, c'est « je sais, je comprends ». Voilà. Le 6, c'est « je suis loyal, je fais mon devoir ». Le 7, c'est « je suis optimiste, je suis heureux ». Le 8, c'est « je suis fort, je suis juste ». Et le 9, c'est « je suis bien, calme, facile à vivre ». Donc, c'est des clés juste pour à peu près savoir
comme quel genre de langage je peux utiliser envers cette personne. Parce que si je sais phénotypes comportementaux. Quoi. Exactement. Tout à fait. Ça, c'est un outil d'ordre général pour comprendre comment avoir une réaction avec la personne. Alors, écoutez, merci beaucoup. C'est super. Franchement, c'est... Alors, aîné avec 2 N. Hein. Ennéagramme. Ennéagramme, oui. C'est reconnu, c'est quelque chose qui est très connu chez les psychologues, même les psychiatres. Ça a été trouvé en 1962-65, hein, ça a été analysé depuis très très longtemps. Alors, et ça permet de comprendre. Dans la base, moi je me fie toujours à ce que j'ai étudié, c'est-à-dire le fait de dire, la Torah nous dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'autisna, quand j'ai une émotion, j'ai 3 jours pour aller me réconcilier. Donc, j'ai 3 jours pour aller me réconcilier, c'est-à-dire que j'ai 3 jours pour me calmer. Donc, ce qu'on va faire pour les enfants, c'est ce que je vais faire si moi je suis agressé, c'est humilié ou si j'ai une forte émotion due à quelque chose que j'ai perçu, je vais m'isoler. Je vais m'isoler donc on va demander aux enfants d'aller s'isoler pour aller se calmer. Après, on va parler à chacun des enfants. Surtout, alors si c'est des enfants tous les deux réfléchis, on a la possibilité de les canaliser pour qu'ils résolvent immédiatement le conflit. Mais si ce sont des enfants qui sont impulsifs, on va peut-être travailler sur déjà on va les calmer, on va essayer de les raisonner une fois qu'ils sont calmés, justement au moment où on a fait baisser ce niveau d'impulsivité. Et on va essayer de les raisonner à ce moment-là. Après, comme on a dit justement il y a certaines personnes qu'on va pouvoir atteindre par le sentiment ou par le devoir ou par l'honneur ou par le service qu'on va pouvoir rendre à l'autre. Ça dépend comment chacun est mu. Mais ça, il faut comprendre qui est l'enfant qui est en face. C'est ce qu'on avait dit en fin de compte. C'est une corde sensible. Ouais. Voilà, travailler la corde sensible de l'autre, savoir la repérer et travailler la corde sensible de l'autre. Moi, c'est pour ça que je dis qu'on me reproche un petit peu dans ce cours d'être trop Torah, c'est-à-dire que mon seul argument à ce niveau-là, c'est la Avera que je vais pouvoir commettre. Mais effectivement, le fait de dire tu fais du mal à l'autre ou tu es en train de détruire la famille ou j'en sais rien, ou tu te fais du mal à toi-même, des arguments comme ça pour aller l'inciter. Donc, il faut connaître qui est l'autre. Mais j'entends mieux votre point de vue, j'ai compris. Je pense avoir compris. Savoir travailler là-dessus. Moi, je ne sais pas faire comme ça, disons, je dirais peut-être pas manipuler, parce que c'est presque, moi je pense que c'est un peu de la manipulation, mais c'est aller travailler, la corde sensible. Parce que si on regarde, comme disait très justement Madame, l'ennéagramme, je pense que c'est juste une adaptation de certains cours de Torah que très certainement quelqu'un a compris il y a très longtemps et qu'il a réussi à interpréter, à articuler avec des mots occidentaux en quelque sorte. Je n'en doute absolument pas. On redécouvre rien. Hein. Comme je dis, quand on dit lotisna tercha bevafra ochiar tochiar, quand je le traduis comme ça, c'est-à-dire j'ai reçu un coup, une frustration, comment est-ce que je m'en sors? J'en parle. M'élever au-dessus de ça. Non, mais j'en parle.
C'est-à-dire tout se passe par la parole. C'est-à-dire j'ai reçu quelque chose qui m'a fait du mal. Au lieu de l'enfouir en moi et que ça va pourrir et que ça va me créer des tensions, des pressions, des dépressions, voilà, que ça va pourrir en moi. Non, la Torah vient me dire parle, sors-le de ta bouche, sors-le. C'est presque de la psychanalyse là. On est en train de. Qu'est-ce que c'est que on touche la psychanalyse. Point, ouais. Comme l'a dit Willy, c'est une personne qui vient aussi chez nous, souvent chez nous, qui dit c'est la verbalisation du mal. Essayer d'exprimer le mal qui m'a été fourni, c'est faire quasiment la moitié du travail pour guérir mon cœur, pour guérir l'émotion que j'ai subie. Et ça, c'est la Torah qui vient nous le dire en un petit pasouk. Et donc, c'est résumé en un pasouk des années d'études de psychologie, de psychiatrie, etc. Je ne dis pas que la psychiatrie se résume qu'à ça, mais presque, c'est le démarrage. C'est avec ça qu'on démarre. Si on ne parle pas, si on n'exprime pas, c'est le chidouche que j'ai amené dans cette sugia-là de l'autisna, c'est que tout se passe par la parole. Je détecte que je suis en froid avec une personne parce que je ne lui parle pas. Et ça, être en froid avec une personne, c'est l'autisna, c'est l'interdit de la Torah, l'autisna. Je suis en froid avec la personne parce que je ne lui parle pas. Comment est-ce que je résous le problème? Je dois lui parler. C'est d'une simplicité enfantine, mais évident. Mais qui demande un courage insurmontable. Mais qui se fait même pas même dans le cadre du couple. C'est-à-dire que j'ai des choses, je ne dis pas à mon épouse. Il y a quelque chose qui m'énerve, mais je ne le dis pas à mon épouse. Je ne le dis pas. Je ne vais pas l'embêter avec ça. Ben, si voilà. Ça t'énerve, si ça vient au point que ça t'énerve, que ça te met en boule ou quoi que ce soit, il faut que tu l'exprimes parce que c'est quelque chose qui peut être grave et qui peut détruire ta relation à l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut enseigner et que j'essaye d'enseigner au maximum parce que c'est vraiment le fondamental de la relation humaine. C'est-à-dire, par le politiquement correct, je ne vais pas exprimer quelque chose qui m'énerve. Alors, il y a des méthodes, hein, pas des méthodes, il y a des manières d'exprimer quelque chose. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas agresser l'autre parce qu'il m'a fait, parce que je considère qu'il m'a fait ceci ou cela. Surtout, justement, le dialogue va faire que je vais peut-être comprendre que ce que j'ai senti comme une agression ne l'était pas, ou je l'ai mal interprété, ou quoi que ce soit. Et c'est par le dialogue que je vais pouvoir le comprendre. Mais Dafka, c'est exactement la situation dans laquelle on est. C'est ça, c'est qu'on est dans notre vie, on subit des tensions, des pressions, etc. Et on ne les exprime pas, et on les garde en soi. Et on se retrouve avec des ulcères et des trucs comme ça. Je ne dis pas qu'on va guérir tous les ulcères comme ça, non, mais on travaille réellement dans ce sujet-là parce que c'est ça l'essentiel. J'ai vraiment tendance à penser comme ça. Vraiment. C'est gentil. Si on renferme toute cette mauvaise pensée, ces mauvais traits, ces mauvaises choses, on se condamne à des maladies estomacales considérables. Entre autres, mais surtout, moi, ce que je vois à travers ça, c'est on a un problème de Torah qui vient par-dessus. C'est la sina de la sinatrinam, quoi. Enfin, je crée une situation de sina et je crée un terreau pour empêcher la Géoula, globalement, puisque la sinatrinam, c'est résoudre la sinatrinam, c'est autoriser la construction du Beth Amikdash. C'est donc actuellement, c'est le seul frein qui empêche la Géoula, c'est ça. Et c'est les petits
En fait, finalement, ce sont les petites disputes qu'on n'arrive pas à résoudre à cause du politiquement correct. Parce que je n'arrive pas à les exprimer, parce que je n'arrive pas à dire à l'autre, tu m'as fait mal, il faut que ça s'arrête, quoi. Et en vérité, c'est quelque chose qui est très proche de nous. C'est juste la parole. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est, comme le Maharal le dit, c'est notre qualité humaine. La parole, c'est ce qui nous différencie. C'est pas que le Maharal qui dit, enfin, c'est même dans Onkelos, enfin, c'est dit partout, que la parole, c'est ce qui nous différencie de l'animal. C'est cette parole-là, donc notre qualité humaine, qui est mal utilisée et qui va créer des dissensions dans le peuple juif et qui amène Chas v'Shalom à la galoute, aux destructions, au malheur, etc. Enfin, c'est la base de tous les malheurs qu'on a eus, c'est Caïn et Hevel, c'est les problèmes qu'il y a eu entre Yosef et ses frères, etc. Enfin, tout le système, il est basé sur ça. Et quand on discute, il y a toute une dracha comme ça autour des rêves de Yosef. Yosef qui va raconter ses rêves à ses frères, il n'est pas en train de se vanter. Il fait un acte d'amour, puisque c'est quoi la halakha? C'est quand j'ai fait un rêve qui me perturbe, je vais demander à quelqu'un qui m'aime, qui pensait que ses frères l'aimaient, d'aller m'interpréter le rêve. Donc il va demander à ses frères qui sont censés l'aimer, de lui interpréter le rêve de manière positive. Et eux, ils s'énervent après lui. Et donc c'est juste des non-dits à chaque fois. C'est un problème de communication. Et la Torah vient de nous le dire très clairement. Vaïsnu Oto, et ils ont eu de la sina pour lui, Velo Yachlul Dabero le Shalom. Ils ne pouvaient pas lui parler dans le Shalom. Et Rashi vient nous dire, puisqu'ils n'arrivaient pas à se parler dans le Shalom, ils ne se parlaient plus. Et puisqu'ils en parlaient plus, ils ne se parlaient plus. Et il a parlé, et même il considère que ça, c'est de la tzidkout, Rashi, à ce niveau-là, par tzidkout, pour éviter qu'il y ait des disputes. Alors à ce moment-là, je mets tzidkout vraiment entre crochets, là, parce que on est arrivé parce qu'ils ne se sont pas parlé à ce qu'ils aient envie de le tuer. Ils étaient sur le point de le tuer à un certain moment. Tout ça dû à ce manque de communication. Parce qu'ils se seraient discutés, il leur dit, j'ai jamais l'intention de vous humilier ou j'ai pas ça, mais je fais ces rêves. Donc, expliquez-les-moi, enfin, d'une manière qui est convenable. Je ne sais pas comment on aurait pu désamorcer la situation à l'époque, mais c'est quelque chose qui, parce qu'ils n'ont pas réussi à se parler, à communiquer les uns avec les autres, on arrivait à une situation terrible. Et à ce point que, à terme, dans Vaïri, il y a un moment où ils auraient pu se pardonner les uns les autres, où Yosef aurait pu leur pardonner. Et ils auraient pu, au moment où Yaakov et Niftar, ils viennent de dire ne nous fais pas de mal, maintenant que papa n'est plus là, tu pourrais te venger. Il dit mais non, de toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout géré. Vous inquiétez pas, je vous nourrirai. Alors, on le reproche d'ailleurs de dire que c'est je vous nourrirai parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nourrit, mais je vous nourrirai et c'est Akadosh Baruch Hu qui a tout voulu. Mais il n'y a pas eu je vous pardonne ou faisons la paix, etc. Et il y a les Mefarshim là-bas. Je pense que je ne sais plus si c'est le Midrash ou c'est non, c'est pas. Je ne sais plus exactement. Il faudrait que je revoie, mais c'est un Mefaresh qui vient et qui dit si jamais c'était réconcilié, la douleur il y aurait eu quand même l'exil en
Mitzrayim, mais il aurait été beaucoup plus doux. Il n'y aurait pas eu toute cette douleur de l'exil de Mitzrayim. Et l'exil de Mitzrayim, il s'est produit avec cette violence pour réparer justement cette sin'a qu'il y avait eu entre Yosef et ses frères. Et qui ne s'est pas complètement résolu, puisqu'il y a eu après les Asara et Rougé Malchut, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il y ait des martyrs chez nos tzadikim pour réparer cette erreur des 10 Shvatim d'avoir fait tellement de mal à Yosef. Dire comment ce manque de communication, il arrive à casser, à détruire des familles. Des familles, et on aurait, avec une communication, on aurait pu résoudre les problèmes, je pense, et j'espère, il faut en avoir la conviction que ça, c'est possible. Alors, il faut réussir à se convaincre de ça d'une bonne manière, se donner les moyens de le faire, et puis de s'éduquer. On ne va pas du jour au lendemain, son enfant, du jour au lendemain, on va pas qui a l'habitude de rendre le coup, on ne va pas le rendre serein, zen, parfait, il ne rend plus les coups. C'est au fur et à mesure, on l'éduque, ça prend le temps qu'il faut. Mais il faut se rendre compte que là, il y a l'entraînement. Il faut l'entraînement. L'entraînement, c'est chez nos enfants parce que nous, on est... Des gens me disent, on est pourris, on n'y arrivera pas. D'éternel entraînement, je crois. Nous, il faut qu'on s'entraîne chez nous, il faut que ça devienne un réflexe chez nous. Mais nous, on est déjà bien, je dirais, bien ancré dans ça. Est-ce que je pourrais intervenir? Je t'en prie. Pardon. Alors, bonsoir d'abord à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Rocher. Je voudrais exposer un point de vue qui parfois est différent, à mon avis, en vous demandant ce que vous en pensez. Parce que je crois, de ma constatation et de ce que j'ai pu étudier et voir, pas toujours il est bon d'intervenir dans les disputes entre enfants, à mon avis. Je parlerai plutôt pas des disputes franches. Effectivement, lorsqu'on a des disputes franches, il faut intervenir. Mais parfois, quand c'est plus des chamailleries, parfois, et ça c'est au feeling qu'il faut le gérer, il faut pas intervenir à mon avis. Il est marqué dans le Ochotrem la Roche. Al titarev beriv she'eno shelcha. Ne te mêle pas d'une dispute qui ne te concerne pas. Shema yitpashru benehem va'ata tisher bekas. De peur que eux, ils vont trouver un arrangement entre eux et toi, tu vas rester dans ta colère. C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu t'investis de prendre parti d'un côté ou de l'autre, etc. Au final, eux, ils s'arrangent et toi, tu restes sur le tas. Après, toi, tu deviens le méchant d'un côté ou de l'autre, ou tu as fait du mal d'un côté ou de l'autre, Très etc. Juste. Très juste. Évidemment, ceci n'a pas été dit à celui qui a une autorité, qui doit faire jouer son autorité, que ce soit un Rav ou un Dayan, etc. Mais pour des gens qui sont, on va dire, d'égal à égal. Et encore, ceci n'est pas une règle unanime, parce que parfois, si la dispute en question, elle prend des proportions, il faut parfois intervenir pour stopper qu'il ne se passe des dégâts, des choses graves, quoi. Graves, plus ou moins graves, même si ce n'est que des choses graves au niveau de ce que la Torah appelle grave, des interdits, etc. Maintenant, de la même manière, parfois, les enfants se chamaillent. Pas ils se disputent vraiment, mais ils se chamaillent. Et c'est très fréquent. Et j'ai vu souvent des parents qui se plaignent. Les enfants, ils se chamaillent. Ils interviennent, mais ils n'interviennent pas forcément bien.
Et puis, ça recommence le lendemain et le surlendemain. Et les parents, ils sont de plus en plus exaspérés, ils interviennent de moins en moins bien. Et les enfants, ils continuent. Et parfois, je me demande s'il ne faut pas justement l'inverse. Les laisser faire comme des chats des chats ou des chiots des chatons, des chiots qui jouent quelque part. Ils jouent à se mordiller, à battre, etc. Mais en fait, au final, ils jouent. Et qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on gagne de cela? D'une part, ce qu'on m'a enseigné, c'est que, bon, c'est pas une règle unanime, mais c'est une règle quand même qui est assez importante, que dans l'éducation, quelque chose qu'un enfant ne fera pas lorsqu'il sera adulte, il n'est pas nécessaire d'intervenir. Par exemple, un enfant de 3 ans, bien sûr, si ça vous dérange, c'est différent, mais si ça ne vous dérange pas, qui se met à grimper, à danser sur la table, quand il aura 10 ans, 15 ans, il ne le fera pas parce qu'il va se gêner de l'assistance. Donc, n'intervenez pas. Il ne faut pas surintervenir et être chaque chose et dire à l'enfant fais, ne fais pas, fais, ne fais pas, ne fais, ne fais pas. D'une part parce que quand on en dit trop, après, on ne peut plus rien dire, ou bien le message ne passe pas. D'autre part, parce que l'enfant, si on intervient, on intervient trop, l'enfant, par mimétisme, il fait de même. Si on lui dit tout le temps, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il est sur le qui-vive et il va adopter cette attitude envers les autres, lui également. Et donc, par conséquent, j'ai souvent vu des enfants qui se chamaillaient, des parents qui se plaignaient. Si ça ne prend pas des proportions méchantes, je me demande si les parents laissaient faire sans intervenir, tant qu'il n'y a pas de casse, tant qu'il n'y a pas de pleurs, tant qu'il n'y a pas des coups bas, des coups méchants. Et au final, les enfants, ils vont s'arranger entre eux. Et ça va se tasser avec le temps. Hein. Les enfants, ils vont devenir plus sereins et les parents aussi. Ça demande un travail de sérénité de la part des parents. Mais évidemment, ce n'est pas une règle générale, parce que tout le temps, il faut juger en fonction de la situation, des enjeux, etc., des personnalités, etc. Voilà ce que je souhaitais apporter. Ce n'est pas contradictoire, mais peut-être plutôt complémentaire. Complémentaire, mais je voulais en fin de compte préciser que dans le rive dont on parle, la dispute dont on parle, dans toutes les disputes de manière générale, c'est ça le fond de la discussion de ce soir, c'est qu'il y a une manière juive de résoudre un problème. C'est-à-dire que, ou plutôt, il y a une manière juive de ne pas rentrer dans un problème. C'est-à-dire, il y a des avérotes qu'il ne faut pas commettre. L'oticum, la vengeance, c'est quelque chose qu'il faut enseigner aux enfants à ne pas commettre. C'est-à-dire, un enfant, son frère, il est rentré dans la chambre, il a fait tomber un jouet par terre. L'autre, oui, c'est clair. Il ne doit pas aller dans la chambre de l'autre et faire tomber un jouet. Ou il ne doit pas le frapper, il ne doit pas se venger. Mais c'est ça, en fin de compte, dont les parents doivent être attentifs. C'est sur la vengeance. Après, les chamailleries se bagarrent, etc. C'est un jeu. Il faut voir le jeu dans l'histoire. Mais la vengeance, c'est-à-dire que il m'a fait ça, je me dois de lui faire l'équivalent de ça, ça s'appelle vengeance et c'est un Issur d'Oraïta. Donc, Bechinour, il faut leur enseigner à ne pas faire. Pourquoi ? Parce que nous, arrivés à l'âge adulte, on fait la même chose. Quand il y a quelqu'un qui nous fait du mal, eh ben, on lui rend.
et on lui rend peut-être au centuple si on a la possibilité. On devient des bêtes fauves, on n'a plus aucune Torah. En fait, dans un conflit, il faut calculer le nombre de lachonara que je vais dire, de rechilut, mais aussi l'otikom, l'otitor, la sina, le ve'aftar elecha kamocha que je ne fais plus, toutes les avérotes que je peux commettre dans une dispute, c'est quelque chose qui ne va pas m'empêcher de rentrer dans une dispute que j'ai. Les disputes sont obligatoires. J'ai besoin de m'opposer à une personne qui n'est pas dans ma ligne, qui me fait du mal. Mais je dois le faire de manière juive. Et c'est ça le fondamental. Le thème de ce soir, c'est que, j'ai dit le kung-fu, comment on pratique le kung-fu chez nous. On ne rend pas le coup. On doit essayer de ne pas rendre le coup. On doit essayer de résoudre le problème. C'est-à-dire qu'enseigner à l'enfant, dire il t'a fait tomber quelque chose, tu lui demandes de ramasser cette chose-là. Il t'a fait du mal, tu lui demandes de s'excuser. Et s'il ne le fait pas, à ce moment-là, tu vas voir l'autorité compétente et tu demandes de juger la situation. Il n'y a pas Après, on joue ensemble, etc. Mais quand ça devient grave, et je suis tout à fait d'accord avec toi, quand c'est des chamailleries, les parents ne sont pas sur le dos des enfants, ça c'est clair. Mais quand ça devient grave, justement, quand il y a un problème de niveau Torah qui vient se greffer, c'est-à-dire il m'a fait du mal, je le veux lui rendre, c'est là que le méchaner doit réagir pour dire tiens, il y a un problème de Torah là-dedans. Et le problème, c'est qu'on ne le fait pas. On n'a pas ce réflexe-là et on n'inculque pas ce réflexe-là aux enfants. C'est gravissime. J'ai raconté au début je ne sais pas si tu étais là, que dans l'école d'un de mes enfants, il y a eu une dispute. Oui, non, tu étais là. Il y a une dispute qui a amené à... il y a un enfant qui se fait virer. Peut-être. J'espère que pas, mais qui va se faire virer parce ça a été jusqu'à une blessure, quoi. Pourquoi? Parce que personne n'a voulu céder. Le problème qu'il y a, si je peux me permettre, je peux? Je peux toujours. D'une part, les enfants, ils respectent très fortement la loi du silence entre eux. Et il y a une règle de ne pas dénoncer quelqu'un d'autre, que c'est très grave si on va dénoncer quelqu'un d'autre. Alors, il y a des enfants qui vont souffrir en silence, mais ils ne vont pas les dénoncer parce que sinon, c'est bien pire. Et puis, ils risquent de se faire punir par le groupe. D'une part, et même indépendamment de cela, ils sentent qu'ils font partie d'un groupe et qu'on ne peut pas trahir le groupe. Et donc, ils ne vont pas aller s'adresser à l'adulte. Et c'est fréquent, ça. Je vais te donner une histoire qui s'est passée une fois dans mon expérience d'enseignant. Ça ne s'est pas passé avec moi. J'avais un enfant que je prenais en cours particulier également. Un jour, je le reçois et il est hors de lui. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, dans la classe, il y a un enfant qui a fait une bêtise, une gaminerie. Il a pris le sac de la maîtresse, il l'a planqué, il l'a caché. Et la maîtresse, évidemment, elle n'allait pas laisser passer des choses comme ça, c'est normal. Et donc, elle a demandé qu'on lui rende et que le responsable se dénonce. Le responsable ne s'est pas dénoncé et personne de la classe non plus n'a dénoncé. Et alors, Torah, la directrice... Ça, c'est Torah, hein. Ça, c'est Torah. Je ne vais pas être délateur. C'est aussi un problème de Torah. Aussi. Mais il y a un problème ici de respect par rapport au professeur. Mais je dirais presque qu'il faudrait peut-être voir la sougia là-dessus pour savoir est-ce qu'on a le droit de le faire. Est-ce qu'on a le droit de demander à la classe de dénoncer celui qui a fait le trouble.
je ne suis même pas sûr que à Pitoran, j'ai le droit de le faire. Ouais, même c'est si, une parenthèse. Quoi. Non, de toute façon, on va lui demander à cet enfant après. Après, on oui. va pas prendre l'affirmation pour argent comptant. On va faire son enquête et on va enquêter auprès de l'enfant qui a été accusé pour vérifier que c'est vrai. C'est comme du lachon hara qui enseigne Toilette, on n'a pas le droit d'être mécabel, mais on doit être trop sèche. Okay. Toujours est-il que cet enfant, alors la directrice est intervenue et elle a mis une punition générale à toute la classe. Et donc cet enfant-là a été révolté d'avoir reçu une punition générale alors qu'il n'était pas concerné. Ouais. Donc voilà, ça c'est un exemple comme tant d'autres. Ah oui. Les enfants, ils ont un sentiment quelque part, souvent, sauf dans des conditions d'éducation extrêmement bien éduquées, et encore. Sinon, ils ont une certaine attitude envers les adultes, que les adultes, c'est pas notre monde à nous. Et nous, on reste solidaires, même si on a fait des bêtises et même si on a des rivalités. Oui, mais... Même s'il y a des choses graves qui se passent. Oui, mais le groupe aurait dû se retourner vers l'enfant qui a fait la bêtise. Non, mais c'est un copain. Oui, mais c'est un copain. Mais il se retourne en aparté. Comment devrait fonctionner le groupe? Ils vont voir le garçon, il dit mais ça va pas la tête, ça fait une grosse bêtise, va t'excuser auprès de la Mora, tu nous as tous fait punir, dénonce-toi. C'est le groupe qui lui-même va en récré ou quelque chose comme ça, qui va voir le fauteur de trouble et qui dit résous le problème. Cette façon de dire on n'en parle pas. Voilà. Vous êtes stoppé sur le mot Omerta. Voilà. Mais je trouve que c'est très juste et je trouve qu'en fait, si vous parliez du comportement adulte, je trouve qu'il est criant sur l'enfant en fait. On ne veut pas trahir le groupe, on ne veut pas s'exclure, on ne veut pas faire du lachon hara d'une certaine manière sur même le coupable en attendant, en sollicitant son bon côté. Et je comprends que vous disiez que le groupe doit faire pression, mais c'est pas évident du tout, même s'il n'y a qu'une personne coupable, 30 personnes autour. Non, c'est pas évident du tout. Parce que le couple, quelque part, a l'impression de trahir une espèce de solidarité immuable. Oui, mais même si l'enfant ne va pas se dénoncer, il ne refera pas la deuxième fois la bêtise. Surtout si tout le groupe répond. Mais c'est ça qu'il faut enseigner aux enfants. T'es révolté. Ok, t'es révolté, ça passe. Va voir la personne qui a fait ça, tu dis, mais tu es fou. Voilà, regarde ce que tu as fait. On arrête de faire des bêtises maintenant avec les professeurs. C'est où on fait un conseil de classe entre enfants, on dit on arrête de faire des bêtises, regardez, on a une punition générale, enfin, on essaie de faire et moi je pense qu'il faut pas forcément dénoncer l'autre, le problème de lachon hara c'est un vrai problème, etc. C'est pas un problème de lachon hara que je dis quand on va voir l'autorité compétente pour résoudre le problème. Mais ça peut être interprété c'est quand on n'arrive pas à résoudre notre problème entre nous, on va voir ensemble pour le parent, on va dire éventuellement. Mais la base, c'est résolvons nos problèmes entre nous. C'est-à-dire que tu m'as fait du mal, d'abord tu t'arrêtes et tu répares le mal que tu m'as fait. Pas je me venge sur toi. Et j'aurais toujours eu mal. Hein. Je n'ai pas enlevé le mal que tu m'as. C'est aussi, ça s'est enseigné. C'est-à-dire que quand je te frappe parce que tu m'as frappé, la gifle que j'ai reçue, elle brûle toujours. Elle ne brûle pas moins parce que je t'ai frappé. J'engendre plus de mal. Hein, donc, il faut résoudre le problème. Tu dois t'excuser, tu dois... Que sais-je, je n'ai pas forcément toute la panoplie, mais il faut faire cesser l'agression. Il faut réparer l'agression. C'est deux étapes essentielles. Mais
Sinon, ben, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le mal engendre le mal, et puis hop, il y a une Yitzhara qui vient grossir, éclate, et tant que ça n'éclate pas, tant qu'il n'y a pas un élément extérieur quasiment qui vient éclater ce ballon-là, ça continue à grossir. Et des fois, c'est des haines larvées entre frères et sœurs, Entre frères, ou entre copains, parce que la dispute n'a pas abouti, n'a pas résolu le problème. Et ce n'est pas parce que les parents les ont séparés, c'est parce que la dispute ne résout pas le problème. Parce que les coups qu'on s'est donnés, ben, globalement, j'ai toujours... la gifle, elle me fait toujours mal. Même si je t'ai rendu le coup, mais la gifle me fait toujours mal. Donc j'ai quelque chose à te reprocher, c'est la gifle que j'ai reçue. C'est ça l'essentiel du truc. Et tant qu'on t'as pas compris que la Torah vient nous guider sur la résolution de ce problème et que c'est un problème de Torah, et c'est pas un problème de Torah parce que il faut être religieux et que le bon Dieu nous a donné la voie. C'est que le bon Dieu nous a donné la voie parce que c'est bien pour nous. L'enseignement n'a pas été non, mais parce que c'est bien pour nous, parce que c'est bien pour nous. C'est comme ça que c'est le meilleur pour nous humains que de réagir de cette manière-là, parce que c'est ça qui va vraiment, c'est le vrai chemin pour résoudre le problème. C'est pas parce qu'on est religieux qu'il faut faire comme ça, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, qui connaît la nature humaine, nous a dit c'est ça la méthode. On ne se venge pas. C'est le bonheur, une façon d'avoir le bonheur, de gagner le bonheur. Parce que on ne se venge pas. C'est pas la bonne solution. C'est pas la bonne méthode. Il y a pas de, ça n'aboutira à aucune, à rien de bien de se venger. Et c'est pas parce que on va appeler ça Yetzerara ou quoi que ce soit, mais c'est presque de la bondieuserie de dire ça. C'est ma nature animale, c'est de me venger, c'est de refrapper, c'est d'agresser celui qui m'a agressé. Mais l'humain qui est en moi doit prendre le dessus sur l'animal et doit se dire il n'y a rien de bien. Et ça, c'est ce qu'il faut enseigner aux enfants. Il n'y a rien de bien dans la vengeance. Dans il m'a donné un coup, je lui rends le coup. Et c'est le premier qui est KO qui aura gagné. C'est vraiment le principe. Si je peux souligner aussi un petit détail, c'est-à-dire que en fait, répondre par un coup à un coup, ça reste d'une simplicité relative. Mais des fois, avouer que le coup a fait mal, ça peut encore plus blesser de l'avouer. Ah. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que vous faisiez le biais de comparaison sur la psychologie. Il y a des cours de psychologie qui viennent faire mettre la personne en colère jusqu'à ce qu'elle crie ce qui lui faisait mal avant, qu'elle n'osait pas dire en fait, qu'elle n'osait pas révéler, qui restait enfoui, très bloqué, comme on l'évoquait tout à l'heure, jusqu'au point de créer une situation de rupture chez l'être concerné. Et c'est de l'orgueil aussi de dire ça m'a pas fait mal. C'est l'orgueil entre frères et sœurs, c'est-à-dire on n'ose pas toujours dire voilà, même pas mal, parce que si j'avoue que j'ai eu mal, j'ai honte d'avoir eu mal finalement en fait. J'avoue ma faiblesse. J'avoue ma faiblesse. Et voilà, c'est très très. Et surtout face à son bourreau, avouer sa faiblesse face à son entre parenthèses agresseur, c'est très très difficile. C'est pour ça que vous soulevez un point, je pense, qui est très 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 intéressant et qu'on n'arrivera très certainement pas à résoudre ce soir, mais qui mérite mérite la discussion. Oui, mais dire
même si ça ne m'a pas fait mal, même pas forcément avouer que ça m'a fait mal, mais dire stop, stop, et maintenant, qu'est-ce que tu avais pour essayer de parler, quoi, devenir humain. Bien quoi. sûr, bien sûr. Il y a une agression, stop, l'agression doit s'arrêter. Alors, agression volontaire, involontaire, etc. Et donc agression, donc ensuite tochacha dans le sens, non pas reproche, hein, réparation. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour... tu m'as frappé. Je te dois un coup ou je te dois pas un coup? C'est rigolo, mais il y a des cheshbonot de coups. Hein, je te dois 6 coups là, parce que tu m'as donné 6 coups. Là. C'est vraiment il y a des cheshbonot comme ça. Il y a mon fils, quand j'ai évoqué cette idée-là tout à l'heure, il a dit oui, parce qu'on est à 2 partout. Et puis l'autre, quand il a frappé, ça fait 3-2. Et puis il faut que j'égalise. C'est vraiment cette idée-là, quoi. Enfin, on est dans un match de foot. Et leur montrer que finalement, dans cette idée-là, on n'est pas dans une vie de Torah. C'est pas, même si dans des premiers temps, ça ne marche pas, mais quelque part, il faut planter les graines. Il faut planter les graines de ces idées-là, parce que à un moment donné, hop, ils vont, au moins une fois dans leur vie, ils vont dire non, effectivement, je ne rends pas le coup, parce que ça y est, c'est rentré dans mon calcul qu'il y avait un issour de Torah là-dedans. Il y avait un problème de Torah, et ça peut pas être dans notre vie, quoi. Alors, même chose, hein, soit parce qu'on est religieux, soit parce qu'on est logique avec nous-mêmes. Oui. Ouais, je suis désolée, j'ai juste une petite question. Sur des enfants assez jeunes, pour eux, rendre le coup, c'est faire justice, en fait. C'est-à-dire que l'autre, il m'a fait ça, donc la justice veut que je lui fasse ça. Il ne calcule même pas qu'il en veut à l'autre ou qu'il veut le mettre KO, pas du tout. Il lui a cassé son feutre, il va lui recasser son feutre. En fait, c'est très logique. Il n'y a pas forcément justement, il faut casser cette logique. Parce qu'il m'a cassé mon feutre, il me donne un nouveau feutre. Si on dit à un petit enfant, mais c'est assez... Non, mais ça reste aussi simple que ça, c'est vrai. Oui, l'éducation dans la Torah, ça reste très abstrait pour le... Oui, mais justement, il ne faut pas parler de ça. Il ne te venge pas, parce qu'il y a une autre manière de résoudre le problème. Il t'a cassé ton feutre, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'a fait tomber mon jeu, il a cassé mon jeu. Eh ben, on répare le jeu ensemble. Il va remettre le jeu, il a fait tomber, il le remet sur l'étagère. Pas je rentre dans sa chambre et je lui fais tomber son jeu. Il m'a cassé mon feutre, un de ses feutres, il va me le rendre parce qu'il me l'a cassé. Il va réparer le préjudice. Qu'est-ce que je vais faire en allant casser je vais donner un deuxième préjudice, je vais casser un feutre. Qu'est-ce que j'ai gagné dans la logique? Qu'est-ce que j'ai gagné dans l'histoire? Ce feutre-là qu'il aurait pu me donner, en fait, je l'ai cassé. Et donc, personne n'a... Maintenant, ce n'est pas réparable. Alors, d'accord. Mais maintenant, ce n'est pas réparable. Alors, il va dire, non, mais moi, je peux plus l'utiliser, donc je prends le tien. Alors, il ne lui casse pas, mais donc je prends le sien. Non, pas je prends le tien. Tu me donnes le tien parce que pour réparer. Pas je prends le tien parce que je fais pas justice. Tu dois faire justice. C'est-à-dire, il faut leur enseigner la méthodologie de la Torah. C'est pas, on n'est pas des animaux, on n'est pas on n'est pas en train de se faire violence. C'est pas moi qui vais faire justice. C'est tu m'as fait un préjudice, résoudre le préjudice. C'est même pas je veux pas. C'est pas dans ce truc-là qu'on va dire aux petits enfants. Mais tu m'as frappé, j'ai eu mal. Ne lui rends pas le coup. Dis-lui, demande-lui de faire un bisou, de faire pardon. Et ça vaut bien plus, c'est beaucoup plus fort que tu lui rends le coup. Et ça, c'est lui enseigner, contrairement à la réponse, je dirais, animale de « je te rends le coup »,
faire justice de manière animale, tu me fais bisous pour faire justice de manière Torah, quoi. C'est ça l'idée que j'essaie de développer, c'est-à-dire il y a une manière Torah, une manière bien de chez nous, de résoudre le conflit. Il m'a fait mal, il doit réparer. Pas il m'a fait mal, je lui fais mal en retour. Si je lui fais mal, je suis animal. Si on va réparer, on va trouver un moyen de réparer ensemble la situation, c'est une méthode juive. Et c'est essentiel. Alors là, on n'a pas dit la même chose. Là, voilà, mais là, on n'a pas dit la même chose. Là, on a dit, il m'a fait mal, il va réparer. On n'a pas dit, il m'a fait mal, je vais lui faire une gentillesse. On a dit, il m'a fait mal. Non, j'ai jamais dit, il va faire une gentillesse. On n'est pas dans la gentillesse. Non, il doit réparer. Il doit arrêter l'agression et il doit réparer. Et on doit trouver un moyen qu'il répare qui répare la situation. Soit il va faire un bisou, soit il va donner un de ses jouets pour réparer le préjudice. On va trouver un moyen. Et les parents doivent aider à ce que les enfants puissent trouver eux-mêmes les moyens. Ce n'est pas forcément d'intervenir à chaque dispute, mais c'est de les guider sur la méthodologie. Le fait de rendre le coup, d'enseigner que de rendre le coup, c'est pas la meilleure méthode, quoi. C'est surtout pas, c'est même pas la meilleure méthode, c'est la pire des méthodes. Et oui, effectivement, parce qu'en plus, j'avais lu un livre de stratégie militaire, ce qui n'a rien à voir, mais encore une fois, est très, très proche. C'est qu'en fait, jette-moi une balle de ping-pong, je te jette une balle de golf. Après la balle de golf, ça va être la boule de billard. Après le rocher. Après le missile nucléaire. Ça n'engendre que une escalade, oui, effectivement. Et mais c'est tellement simple, mais difficile à la fois qu'on oublie que c'est possible. Donc, oui, c'est vrai, effectivement. Et c'est ça, en fait, c'est malheureusement, c'est ça, c'est ouvrir les yeux sur les problématiques. Ouvrir les yeux sur, je répète encore, presque je m'en excuse, mais sur les avérotes qu'on commet quand on est dans un mais il faut prendre le terme avérote comme erreur stratégique de gestion de crise, quoi. Faire du lachon hara sur la personne qui m'a fait du mal, c'est une erreur stratégique. C'est une erreur, ça n'amène rien de bon. Ça n'amène rien de bon. À moins qu'un lachon hara mutuel, qui ne peut être que destructeur, quoi, peut-être. Ah oui, le principe du lachon hara, c'est si je parle de l'autre, du problème de l'autre, si c'est pas à une personne qui n'est pas là pour résoudre le problème, ça s'appelle du lachon hara. Sinon, ça ne s'appelle pas du lachon hara. C'est-à-dire, j'ai parlé de l'autre avec une personne qui va m'aider à résoudre le problème. J'ai dit les mêmes phrases. Il m'a fait ceci et cela, et cette personne-là est là pour m'aider à résoudre le problème. Je n'ai pas dit du lachon hara. J'ai dit du lachon hara uniquement sur la personne qui va entretenir le feu, quoi. Tu as raison. C'est là où on revient sur ce que disait Moshe, si je ne me trompe pas, que en fait pour un enfant c'est très dur de dire lui il a fait ça directement. Oui. Il a peur d'attiser un feu sans fin, quoi. Et c'est pour ça qu'il faut leur enseigner à clarifier, à maîtriser leurs problèmes. Et maîtriser leurs problèmes, ça passe par ne pas se venger. Parce que ne pas se venger, finalement, quand
quand mon enfant va frapper son... court-circuit. Quand un va frapper l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, ben, le papa, il va intervenir, il va mettre une baffe à chacun pour qu'il se calme. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les deux auront mis... On a fait intervenir aussi l'autorité de l'autre, et du parent, du juge, ou que sais-je, alors qu'on aurait pu résoudre le problème au calme entre nous. Cartésiennement, entre parenthèses. Cartésiennement. Mais justement, l'idée, c'est pas forcément d'expliquer à l'enfant ou d'expliquer à l'adulte qu'on ne se bat pas de cette manière-là. D'abord, il faut trouver un moyen de le dire en dehors de sa situation d'énervement, de dispute, au moment où il est en colère. Il ne faut pas à ce moment-là. Là, il faut lui demander de se calmer, de prendre du temps de se calmer, etc. Mais au moment où au moment où il va être réceptif, là, lui expliquer la méthode, enseigner la méthode à l'enfant, aux enfants même en classe, pour dire c'est pas comme ça que ça doit être fait. C'est une erreur complète, c'est une erreur stratégique, c'est une erreur dramatique de rendre le coup. Et c'est Bien sûr. Et voilà. Et ce que j'avais à dire ce soir.